Bien, messieurs, donc dernière table ronde, la sérialisation du médicament. Donc nous accueillons à cette table, alors de votre gauche à votre droite, alors j'espère ne pas me tromper, monsieur Jacques Michel, c'est ça? Voilà, qui est directeur de Copilote. Il nous dira quelques mots sur l'entreprise qu'il représente. Monsieur Christophe Jouvet, c'est ça, Swisslog, entre autres entreprises dont on parlera. Docteur Mazot, qui est pharmacien au CHU de Lille, qui nous expliquera de manière simple et aisée la sérialisation. Et puis enfin, Alexandre Riocco de GS1, comme vous m'avez dit, et non pas GS1. Donc sérialisation, rendez-vous le 9 février 2019, mais tout de suite avec un exemple. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg, plus de 800 000 consultations chaque année grâce à 2240 lits hospitaliers répartis dans 6 établissements. Une offre de soins qui fait des US, le premier employeur d'Alsace avec près de 12 000 salariés. Fait notoire, les US ont développé une compétence distinctive en regroupant l'activité de délivrance des produits pharmaceutiques au sein d'un pôle logistique. 276 unités de soins sont approvisionnées en médicaments. La pharmacie des US doit intégrer dans son organisation la gestion du dispositif de lutte contre les médicaments falsifiés. L'objectif initial est de lutter contre l'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne légale du médicament. Le moyen, c'est deux choses. Un dispositif d'inviolabilité qui va montrer qu'elle n'a pas été ouverte et un numéro unique qui est le numéro de série. Sur un établissement comme le nôtre, on est sur à peu près 1 million de boîtes par an. Donc ça veut dire qu'il va falloir vérifier le numéro de série qui est porté sur la boîte et qu'il va falloir scanner puisqu'on attend une réponse du système national qui nous indiquera si oui ou non la boîte est autorisée pour pouvoir être dispensée. 1 million de boîtes, 1 million de scannages, de vérifications. Aujourd'hui, on ne le fait pas sur chacune des boîtes, on fait une vérification sur ce qu'on appelle une unité logistique, ça va être le carton. Ça va être la palette. Là, on redescend au niveau de la boîte. Le pôle logistique que nous trouvons aujourd'hui, c'est un exemple typique où le système d'information est là et est au service de la performance et de l'efficacité des utilisateurs et donc de ce pôle logistique. Un système d'information a vraiment comme vocation d'être au service des métiers de notre établissement. Le système d'information est au cœur du sujet, puisque c'est bien lui, aujourd'hui, qui est utilisé pour tracer ces informations, que ce soit les étapes de réception, mais aussi les étapes de dispensation. Ça va aussi permettre d'améliorer la traçabilité de nos produits à un niveau qu'on n'a jamais atteint jusque-là. On comprend aisément qu'en cas de retrait de l'eau, on est beaucoup plus efficace pour pouvoir récupérer les produits. L'autre aspect, c'est qu'en entrée ou au moment de la dispensation, si on est face à un médicament qui a été réellement falsifié, il n'ira pas jusqu'au patient, il sera arrêté avant. Ensuite, les opportunités vont se trouver autour des outils d'automatisation. On comprend que pour les pharmacies d'usage intérieur disposant d'automates de dispensation, que ce soit de dispensation globale ou de dispensation nominative, qui vont pouvoir automatiser ce scannage, on aura une réelle opportunité de faire avancer encore un peu plus nos PUI vers un niveau de qualité bien supérieur à ce qu'on peut avoir dans certains cas. Par ce biais-là, on donne un moyen de sécuriser notre circuit du médicament de façon très importante. Un système d'information, il doit être performant. Dans un hôpital, il doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrir la qualité de service qui est attendue, c'est certain. Il doit donc être durable. Mais d'un autre côté, il doit nécessairement être agile, en particulier dans le champ des traçabilités. Je les mets au pluriel, la sérialisation des médicaments n'en étant finalement qu'un exemple, bien sûr, tout à fait clair et tout à fait explicite par ses aspects et ses apports qu'elle peut apporter en termes de suivi des contrefaçons, par exemple. Bien, donc on a compris que le 9 février 2019, on devrait scanner toutes les boîtes de médicaments en officine et à l'hôpital, n'est-ce pas, docteur Mazot ? Dans le principe, c'est ce qui est attendu effectivement de l'ensemble des pharmaciens de la chaîne pharmaceutique, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Parce que c'est un règlement qui s'impose à nous en application d'une directive de 2011. Par contre, les délais de mise en place de ce règlement, effectivement, sont redoutablement courts, puisqu'il a été promulgué le 9 février 2016 pour une mise en application 3 ans plus tard.
Donc il nous confronte à des défis énormes en matière d'organisation, d'équipement et d'organisation du flux pharmaceutique dans nos PUI. C'est combien de boîtes à Lille? À Lille, alors, en fait, il faut regarder quels médicaments sont concernés. Ce sont les médicaments à prescription médicale obligatoire. C'est ceux qui sont visés par le règlement européen. Donc on regarde le catalogue des médicaments à l'intérieur du CHU, ce sont 2000 références. Strasbourg donnait 1 million, nous sommes à 1 300 000, c'est des volumes à peu près similaires, soit environ 5000 boîtes par jour qu'il faudrait scanner. 1 300 000 à l'année. 5000 boîtes par jour. Et on fait ça comment? Alors, tout le monde doit prendre conscience ici que c'est une activité nouvelle. Comme l'a dit le collègue Raphaël Passemard, on monte d'un cran, mais c'est une nouvelle obligation et donc c'est une activité supplémentaire qui est demandée aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens d'hôpitaux. Soit on a une configuration de travail comme celle du CHU de Strasbourg, où vous avez vu qu'il y a un véritable entrepôt logistique et un haut niveau de traçabilité. Il ne vous a pas échappé, par exemple, qu'un certain nombre d'opérateurs avaient des systèmes de scan au doigt, et donc ils pouvaient, tout au long de la chaîne, identifier tout au long de la chaîne donc, les produits qu'ils étaient en train de manipuler. Donc, dans ce type d'environnement, on va rajouter une étape qui est l'interprétation du code, et ça sera M. Ryoko qui vous présentera mieux que moi, donc l'information du numéro de série dans le code, et après donc vérifier si le produit peut être délivré ou ne pas être délivré. Dans un établissement comme Lille, qui n'a pas notre véritable entrepôt logistique, qui n'a pas de logiciel de gestion d'entrepôt, et même pire que ça, qui ne gère pas l'entité boîte, puisque comme dans beaucoup d'hôpitaux, nous nous contentons de gérer l'unité, c'est-à-dire que nous passons des commandes à l'UCD, pour ceux à qui ça veut dire quelque chose, c'est une mutation majeure, et ça veut dire qu'en quelques mois, il va falloir franchir plusieurs paliers, qu'il aurait de toute façon fallu franchir dans une étape de modernisation de notre pharmacie, mais là les délais sont extrêmement contraints. Ce qui est vrai à Lille est vrai dans énormément d'hôpitaux en France. D'accord. Et si un hôpital n'est pas au rendez-vous au 9 février 2019, il se passe quoi? Il n'a plus le droit de délivrer de médicaments, ou une officine Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est un règlement, il s'impose à tous les États européens. Donc si on est toujours dans les délais d'application qui sont prévus, en fait il va y avoir plusieurs niveaux d'obligation. L'État français a une obligation de le faire appliquer. Donc ça veut dire que le ministère a donc fait paraître une note d'instruction le 8 février à ce sujet, demande à tout le monde de mettre en œuvre les moyens qu'il le faut. Mais pour autant, je vous remercie de me poser la question parce que c'est une obligation de résultat pour le pharmacien. Et étant également élu de l'ordre des pharmaciens, c'est une question qui nous préoccupe énormément. Comment est-ce que l'ensemble des confrères vont disposer, à partir du 9 février 2019, des moyens leur permettant d'appliquer la loi? S'ils ne l'appliquent pas, quelle responsabilité sera recherchée? Et notamment la question qui taraude tout le monde, si un patient reçoit un médicament falsifié ou contrefait, de quelle manière il va pouvoir donc porter plainte et vers qui la plainte sera dirigée? On est effectivement au cœur du problème. D'accord. Alors, on a compris qu'il y avait des boîtes, il y a des cartons. Vous m'avez dit peut-être qu'on va peut-être pouvoir scanner que des cartons et pas des boîtes. C'est ce que vous m'avez expliqué lorsqu'on s'est contacté. Donc, il y a des ordinateurs, des douchettes pour scanner. Mais il y a aussi une autre organisation, c'est-à-dire qu'on va interroger une base de données qui va nous répondre dans des temps ultra rapides parce qu'il y a des volumes qui sont importants. Donc, comment savoir si un médicament est falsifié ou non? Ça passe par l'interrogation en temps réel d'une base de données nationale qui est elle-même chargée à partir de données qui sont fournies par une base de données européenne. C'est-à-dire que l'ensemble des fabricants de médicaments à l'échelle européenne doivent, c'est aussi leur obligation, sérialiser les médicaments, charger les données nationales des différents pays dans lesquels ils commercialisent au niveau de cette base européenne. Et ensuite, dans chaque pays, il y a cette base qui peut être interrogée, qui va être gérée en France par un organisme qui a été désigné pour ça. C'est le Club interpharmaceutique qui a évolué, en fait, qui héberge une structure qui s'appelle France MVO, qui est l'organisme de gouvernance, et France MVS, qui est le système d'information qui va gérer cette information. Donc effectivement, ça passe par cette interrogation. Donc là, ça rejoint la question sur la responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas je fais pas. Il faut lire, puisque le système
doit recevoir ces informations. Il va y avoir un suivi et des enquêtes possibles à partir de ce système si 2 médicaments, 2 numéros de série sont repérés, sont désactivés à 2 endroits différents, à 2 moments différents ou à 2 moments simultanés. De toute façon, il y en a un qui est de trop. Il y a un médicament des 2 qui n'est pas le bon. Donc forcément, derrière, il va y avoir des enquêtes. Donc le système d'information, il a plusieurs finalités. Il permet d'interroger le statut du médicament, mais il permet d'enregistrer à un échelon donc national et européen l'ensemble des opérations de désactivation qui vont être faites par les pharmaciens. Donc la responsabilité, elle est, je dois faire, et bien mon activité peut être tracée dans ce système. Et ça, c'est sans précédent. Donc en vous écoutant, on est un peu comme dans le secteur bancaire, avec des transactions monétaires numérisées, avec une carte bancaire, une autorisation. On interroge un centre qui vérifie que vous n'êtes pas porteur d'une carte qui serait inopérante, et on valide une transaction monétaire. C'est à peu près le même mécanisme. Et chaque pharmacien sera identifié dans le système, comme on s'identifie dans le système bancaire. D'accord. J'ajoute qu'on avait invité le CIP et France MVO à venir cet après-midi. Ils étaient retenus par une réunion en Suède et ils ont demandé de bien vouloir les excuser. Alors, je vais passer la parole à votre voisin. Donc, Monsieur Rico, GS1. Alors, expliquez-nous d'abord ce qu'est GS1, ce que vous faites dans cette aventure. Hormis le fait que vous avez produit un petit document que je vais brandir à la caméra, qui est une bande dessinée qui explique la sérialisation. Donc, ça peut être très utile pour vous. Attends, je la baisse pour que tout le monde puisse la procurer le cas échéant. Donc, expliquez-nous ce qu'est GS1, ce que vous faites, comment vous travaillez avec les industriels, parce qu'avant que le médicament arrive dans l'hôpital, il faut bien que les endroits où on fabrique ces produits, où on les emballe, subissent un traitement, je ne sais pas lequel, vous allez nous l'expliquer, et que de la sorte, on a pu alimenter la base de données dont on parlait à l'instant. Alors, nous ne sommes pas éditeurs de bande dessinée, on est un organisme de standardisation. Et en fait, pourquoi on intervient dans cette aventure, comme vous le dites, Monsieur Carrière, c'est qu'il ne faut pas oublier que le périmètre de cette sérialisation, il est européen. Et la volonté de la Commission européenne, ça a été de harmoniser, de standardiser un petit peu le circuit du médicament de la même manière un peu partout en Europe, pour qu'un pharmacien lituanien travaille de la même manière qu'un pharmacien portugais ou français. Et donc, il a fallu faire intervenir des standards, des outils communs, et c'est pour ça que la Commission européenne a intégré donc dans le texte de loi l'obligation pour les opérateurs de la santé d'intégrer donc des standards qui sont développés dans notre organisation. Donc GS1, notre siège était à Bruxelles, on est un organisme neutre de standardisation et on a 112 bureaux dans le monde. Et depuis 20 ans, les acteurs de la santé donc, sont très actifs au sein de notre organisation pour développer des standards. Et ces standards, vous les connaissez déjà parce qu'ils vont forcément intervenir dans l'application de la loi. C'est le petit carré, le petit code barre carré qui se trouve donc sur toutes les boîtes de médicaments, qu'on appelle un data matrix, et qui va intégrer donc tout un ensemble de données de traçabilité, à savoir en France le code identifiant de présentation, donc le code CIP, un numéro de série et des dates, donc des dates de fabrication, des dates de péremption et des numéros de lot qui vont participer donc, à une bonne traçabilité des médicaments. D'accord. Donc on comprenne bien, chaque boîte a un code différent. Ce n'est pas un code par nature de médicament, ça serait trop simple. Ça serait trop simple en effet. Aujourd'hui, chaque boîte identique a au moins le même code CIP. À partir du 9 février 2019, chaque boîte, même si elle a le même code CIP, aura un code de série différent. D'accord. Donc c'est vous qui gérez la grammaire, si j'ose dire, de tous ces codes. Alors comment vous travaillez avec les industriels? Comment ça fonctionne concrètement? Alors aujourd'hui, l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques du monde sont membres de notre organisme et donc définissent les codes qui doivent être apposés sur leurs médicaments. En France, il y a un système un peu particulier où ils doivent passer par un tiers qui est donc le club interpharmaceutique. Mais aujourd'hui, la plupart des laboratoires ont la maîtrise de leur code à la fois produit et de leur code de numéro de série. Et ils les incluent eux-mêmes dans leur data matrix avant de les déclarer donc dans la base de données
qui sera in fine interrogé par le pharmacien. D'accord. Comme GS1 intervient dans tout secteur d'activité, est-ce que vous avez connaissance d'autres secteurs d'activité économiques, industriels ou de services, qui a conduit une révolution aussi importante en termes de traçabilité, de sécurité? Non, aujourd'hui, c'est inédit ce qui se passe dans la santé. Il y a une telle volonté des autorités de sécuriser le circuit du médicament et le patient que cette sérialisation des produits que nous ne connaissions vraiment aujourd'hui que dans les produits de luxe, aujourd'hui, ça se déploie donc au monde du médicament, dans la grande distribution. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la traçabilité dans la grande distribution à la lumière de la crise qu'il y a eu dans le lait récemment. On utilise seulement le code produit et le numéro de lot pour la traçabilité. D'accord. Les médicaments copiés, ça représente quelle volumétrie en Europe et à l'intérieur de l'Europe? Il y a qu'on ait comme ça rapidement, là, docteur Mazot, si vous pouvez nous donner quelques éléments sur ce que ça représente. Moi, j'ai cru comprendre que selon les pays, ce n'était pas du tout la même importance. Selon les différents pays, on suppute qu'il y a environ 10% de médicaments, de faux médicaments qui circulent, mais attention, parce que c'est tout canaux confondu, y compris la vente sur Internet, qui fait partie également de l'environnement du médicament. La France semble assez peu perméable. On a peu d'exemples de pénétration de médicaments contrefaits ou falsifiés sur le marché français. Par contre, on a en Europe des exemples de médicaments hospitaliers détectés dans les hôpitaux. Et notre grande crainte vient de là. D'accord. Donc on a vu l'exposé de la problématique, le volet industriel. Donc maintenant, on va se tourner vers deux entreprises. Alors, il y en a d'autres, évidemment, qui pourraient intervenir en complément de celles qui vous sont présentées cet après-midi, mais on a fait ce choix. Sachez quand même qu'il y a d'autres entreprises qui peuvent intervenir, il n'y a pas de préférence de notre part pour ces deux-là. La première d'entre elles, M. Michel, copilote, donc éditeur de logiciels. Donc vous allez nous expliquer ce que fait Copilote, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et puis après on viendra sur la sérialisation pour Copilote. Copilote, donc, c'est un logiciel qu'on pourrait appeler WMS, qui veut dire en français gestion de magasin, un système de gestion de magasin, qui a pour vocation de suivre ce qui descend d'un camion quand il recule dans une cour logistique hospitalière, jusqu'en gros l'administration du médicament ou la pose d'un implant type DMI ou une délivrance de rétrocession de médicaments au public. Donc, le logiciel Copilote, c'est de la logistique, du suivi, de la traçabilité, de la gestion de stock, du pilotage de systèmes automatisés de robots de dispensation nominative et d'outils de traçabilité et de logistique interne à l'établissement. Donc on est au cœur très souvent de la pharmacie, de la PUI, où l'on va appréhender la réception des boîtes de médicaments, leur stockage, leur délivrance, leur dispensation par le biais d'automates de dispensation nominative. Donc, j'allais dire qu'on est là un petit peu pour suivre le médicament dans tout son parcours et tout son cheminement une fois qu'il a été livré. Alors, à ce titre, c'est vrai qu'on est un petit peu, on est proche et bien sensible forcément à la problématique qui nous est posée par la sérialisation, surtout qu'on équipe des établissements. Alors tout à l'heure, on a vu le CHU de Toulouse que nous équipons, l'hôpital de Toulon que nous équipons, avec des problématiques et des volumétries logistiques différentes. À Toulouse, c'est une plateforme, comme celle qu'on a vue tout à l'heure avec des gens qui avaient des lecteurs code-barre au bout des doigts. On a des configurations beaucoup plus légères, où on a un demi-équivalent temps plein de pharmaciens pour une gestion de quelques 400 ou 500 références. Donc une géométrie très variable à laquelle il faut qu'on s'adapte. On est concerné au premier chef parce que c'est nous qui recevons le camion. Quand le camion recule et que les cartons sont déposés dans une salle, dans un quai de réception, il va falloir qu'on les déballe. Et là, la loi va nous dire, comme le soulignait le docteur Mazot à l'instant, on est tenu de lire chacune des boîtes qui vont être reçues. Alors, sachant que la boîte, elle va être réceptionnée par un magasinier, par un préparateur en pharmacie. Donc il le fera sous le contrôle et j'allais dire sous la responsabilité du pharmacien qui se sera identifié. Alors pour nous, techniquement, on a reçu donc de la part, je vais la faire très courte, de toutes les instances nommées juste avant, les spécifications techniques qui sont extrêmement détaillées.
Quand je dis détaillées, c'est qu'elles sont très fouillées. C'est pour nous un challenge important parce qu'on commence à développer, on a mis des gens qui sont dédiés à cette activité-là jusqu'au mois de janvier 2019, parce qu'après janvier 2019, c'est comme chez Top Chef, on lève les mains, on n'a plus le droit de toucher, il faut que ce soit prêt. On fait partie. Hein. Voilà, donc on est dans cette chronologie-là, on a communiqué auprès de tous nos clients qu'il allait falloir s'équiper de douchettes, parce que c'est aussi trivial que ça, de douchettes, d'être conscient, on parlait de 5 à 6 000 boîtes jour, que si j'interroge et que je scanne une boîte, il ne faut pas que ça fasse comme au restaurant quand ma carte bleue me dit autorisation en cours, parce que s'il faut 25 secondes avant qu'on m'autorise à sortir, à rentrer la boîte, fois 5 000, j'ai même pas réfléchi. Donc on est très attentif avec les premiers essais qu'on va faire sur les temps de réponse, entendu qu'aujourd'hui tout le monde fait un petit peu des tests et on est sur des tests unitaires et non pas sur des tests en charge, quand chacun des CHU français et tous les 1200 ou 1300 établissements vont être en production le matin entre 7h et 10h. Voilà, il risque d'y avoir un petit pic et on sera très attentif et je pense qu'on est très attentif, comme le soulignait Dr Mazot tout à l'heure, sur la possibilité peut-être d'agréger tout ça dans des cartons, au moins du fardelage en tout cas. D'accord. Donc, vous m'avez dit 1500 endroits, 1500 sites dans lesquels vous êtes déployés à peu près. Il y a 1500 établissements potentiellement touchés. D'accord. Au moins touchés, on équipe 150 établissements. Ok. Et donc vous m'avez dit, il faut développer, mais il faut aussi déployer. Alors, c'est tout le challenge aussi, c'est qu'on aura en fait peu de temps pour pouvoir déployer chez tous nos clients existants qui sont, je rappelle, à géométrie très variable sur des EHPAD. On va de l'EHPAD au CHU, donc forcément ça fait un spectre large de charges et donc charge à nous de pouvoir assumer ce déploiement sur un délai qui est quand même extrêmement court puisqu'en fait on se donne à peu près 2 mois pour être opérationnel. Alors 2 mois aussi, on a aussi le fait d'être un petit peu attentif aux productions de numéros de série qui sont assez impliquants pour le fabricant. Ce n'est pas un imprimeur qui imprime un étui, c'est le labo qui doit, pour chaque boîte qui va passer sur sa chaîne de production, imprimer en temps réel chacune des boîtes. Et s'il y en a une qui tombe par terre, quand on la ramasse, il faut bien réfléchir à ce qui s'est produit et comment on la remet sur la chaîne de distribution. C'est très compliqué. Et je reviens un peu en arrière. Vous, G5, êtes au contact des industriels. Vous pensez que les industriels sont prêts ? Les gros industriels sont prêts. Ah, votre voisin... J'étais au salon PharmaPack il y a à peu près un mois, et en écoutant ce qui se disait dans les couloirs, on va dire que voilà, certains sont prêts, et malheureusement, beaucoup courent derrière la réglementation et se demandent comment ils vont atteindre arriver au 9 février et être prêts à ce moment-là. On a des données qui sont fournies par l'organisme européen EMVO qui sont très inquiétantes. Il y a 2271 fabricants en Europe qui sont concernés. Et être prêt, ça veut dire j'ai chargé mes données dans la base et je suis sûr que mes chargements suivants vont fonctionner. C'est-à-dire que je suis en capacité de faire du chargement en temps réel au fur et à mesure que j'imprime mes boîtes. Fin février, il n'était que 10 sur 2271 à avoir accompli l'ensemble des tests. À l'échelon européen. Donc le retard, il est partout. Et il est notamment à ce stade-là. Ce n'est pas une pierre que je lance, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. C'est un challenge énorme que tout le monde doit relever simultanément. Et la difficulté de ce système, c'est que tout doit fonctionner simultanément. D'accord. Alors, on en vient à vous, monsieur. Voilà, puisque vous souhaitez intervenir. Donc, monsieur... Excusez-moi. Jouve, pardon. Swisslog. Donc, c'est quoi Swisslog? Qu'est-ce que vous faites? Et puis après, on en vient plus spécifiquement à la question de la sérialisation. Donc Swisslog est un acteur de la logistique hospitalière. Vous avez dû sans doute nous rencontrer soit par du pneumatique pour transporter des prélèvements ou des médicaments, soit par des AGV, des tortues que vous avez vu passer dans vos sous-sols et arriver jusque dans vos services. Mais on est aussi un acteur du circuit de médicaments de manière à le sécuriser et à l'automatiser le plus possible. Et donc c'est à ce titre-là qu'on intervient au niveau de la sérialisation, puisque c'est si Copilot doit enregistrer toutes les boîtes qui arrivent dans l'établissement, nous on a en charge justement de lire ces boîtes et de les stocker quand on a des automates de Global en particulier. Voilà ce qu'on est à peu près rapidement.
Alors, on a compris que vous allez peut-être nous aider pour manipuler les boîtes, c'est ça, hein et votre voisin va les lire, si j'ai bien compris. Mais vous allez les lire et puis vous travaillez avec le logiciel de votre voisin potentiellement. Alors, expliquez-nous aujourd'hui, même s'il y a des marchés Uniachat sur les automates de dispensation globale et nominatif, comment vous voyez cette révolution qui s'annonce? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre vision? Quelles sont les solutions techniques qu'on peut déployer dans les hôpitaux? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut du temps? Est-ce que c'est des grosses machines, des petites choses? Alors, il y a des choses qui existent déjà. Si vous avez un automate de dispensation globale, il est déjà équipé d'un lecteur enfin, tous nos équipements, donc que ce soit les automates de dispensation globale, les automates de dispensation nominative, les armoires sécurisées, les solutions qu'on a pour faire de la validation au lit du patient sont équipés de lecteurs data matrix. Et ces lecteurs data matrix sont en mesure de lire les codes, alors pas GS1 mais GS1, puisqu'on est en France. Et sur ces codes, nous, on récupère déjà le numéro de lot, la date de péremption, toutes les informations qui nous sont utiles. On le fait déjà pour notre propre besoin et on sait aussi le mettre à disposition des éditeurs de logiciels. Donc, aller chercher un numéro de série dans un code data matrix, ce n'est pas une difficulté. Le mettre à disposition des éditeurs de logiciels, ce n'est pas non plus une difficulté. Après, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on va en faire derrière. Donc là, nous, on interviendra moins. Par contre, on peut vraiment aider à automatiser cette partie prise en charge des boîtes, lecture de code, rangement avec les automates de global. Mais également sur les automates de nominatif, on fait à peu près la même chose, sauf que c'est une activité manuelle avant de scanner la boîte que l'on va rentrer dans l'automate de dispensation nominative. Voilà. D'accord. Après, on va dire que sur on intervient. Ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est qu'on intervient dans les hôpitaux, mais on intervient également dans les officines. Donc, dans les officines, on a à peu près le même schéma, c'est qu'il faut passer à un moment donné par lire les boîtes. Et donc, vraiment, c'est là où on peut aider modestement dans cette étape-là. D'accord. Aujourd'hui, le marché français, puisque vous avez une vision un peu globale, comment on situe les équipements d'hôpitaux par rapport à d'autres pays qui nous sont voisins, qui sont aussi concernés par la sérialisation? Alors, on va dire qu'il y a des pays qui ont fait le choix de reporter. On a la Belgique, l'Italie, la Grèce qui ont dit « nous, on ne sera pas prêts avant 2025 ». Donc, ils ont résolu le problème. Pour les autres pays, quand on va du nord au sud de l'Europe, on va dire que dans le nord, on est plutôt orienté dispensation nominative, et puis donc forcément, on va intégrer cette sérialisation, mais on est vraiment orienté dispensation nominative dans la création de tous les nouveaux hôpitaux. En Allemagne, le système de santé est vraiment très, très différent et on n'a pas par exemple, il y a très peu de logiciels de prescription informatisés, donc ils sont encore en retard par rapport à ça. En Angleterre, par contre, on a un taux d'équipement qui est relativement bon au niveau des officines et des hôpitaux. Si on va dans le sud de l'Europe, Italie, Espagne, là on est plutôt dans la création de GHT et c'est eux, je pense, qui vont prendre en charge cette sérialisation, enfin la prise en charge de la sérialisation. Et donc en France, quand on se compare avec nos collègues européens, c'est en France où il y a le plus de projets d'automatisation qui sont à venir. Alors ça, c'est grâce au contrat de bon usage, puisque le contrat de bon usage vous a permis de vous équiper en informatique et donc d'avoir des prescriptions informatisées, d'avoir de l'informatique dans vos services. Mais il reste la dernière étape qui est justement de gérer tout ça de manière physique. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de projets d'automates de global et d'automates de dispensation nominative. Pour faire écho à la première table ronde de l'après-midi, donc vous dites que dans les pays du Sud, Italie et Espagne, on est sur des projets de plateformes logistiques de produits de santé, médicaments et peut-être DM, et qui irrigueraient des ensembles d'établissements en territoire. Oui, là vraiment, ce qui a été choisi par ces pays, c'est vraiment d'aller vers ce qu'on a chez nous, les GHT. Et en Italie, on a plusieurs centres logistiques. Alors avec la particularité, c'est qu'en Italie, par exemple, ils peuvent donner cette compétence à une société extérieure. Donc ce qui n'est pas vraiment le cas en France. Mais il n'est pas rare d'avoir 5, 6, 12 établissements regroupés par région avec un pôle logistique qui est vraiment un hangar de logistique comme vous pourrez les rencontrer chez Ikea, Amazon, Auchan, voilà. Et qui après va distribuer, alors ils vont jusqu'à distribuer les bouteilles de gaz, tout ce qui est utile dans une PUI, quoi. D'accord.
Société extérieure, Monsieur Mazot, quand on a préparé, vous m'avez dit qu'il y a peut-être une autre solution qui viendrait de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des gens aux États-Unis, si j'ai bien compris, qui font des prestations complètement intégrées, qui sont des gens qui sont spécialisés dans l'approvisionnement de médicaments, mais qui pourraient peut-être éventuellement compléter le dispositif avec des prestations beaucoup plus intégrées et qui remonteraient la chaîne de l'approvisionnement, peut-être même dans l'hôpital. En fait, il y a des tierces parties qui aident beaucoup l'industrie et ils sont très actifs actuellement aux USA parce que les États-Unis ont une réglementation similaire à la nôtre, pas dans les mêmes délais, mais la sérialisation va se mettre en place. Mais c'est une sérialisation, je dirais, qui s'accompagne d'une gestion du numéro de série tout au long de la chaîne logistique. Parce qu'il y a également un environnement de la distribution de médicaments qui est assez particulier aux États-Unis. Et donc, ce qui fait que les sociétés qui s'appellent les gateway providers, c'est-à-dire les sociétés qui peuvent équiper les industriels avec des solutions justement de gestion de leur numéro de série et de chargement du répertoire, font aussi des prestations associées sur la chaîne logistique. Et comme ils font des prestations associées sur la chaîne logistique, ils s'intéressent aussi au monde hospitalier, parce que quand on sait sérialiser, agréger et gérer des bases de données, on sait également interroger ces bases de données, fournir des services d'accès à des bases de données dans les pays européens. Donc il y a 4 opérateurs mondiaux qui sont des gateway providers, qui sont donc agréés par l'organisme européen, qui s'intéressent au monde hospitalier, qui démarchent déjà certains hôpitaux, j'en vois un dans la salle, je ne dirais pas qui c'est, qui ont finalement des solutions intéressantes à proposer, et notamment la société qui est présente dans la salle accompagne déjà un établissement anglais qui fait des tests réels avec des équipements et des tests de connexion à une base virtuelle, puisque évidemment l'Angleterre n'a pas encore réalisé mais ils ont on va dire un environnement de test assez avancé et qui est très intéressant d'ailleurs parce qu'il nous apprend beaucoup de choses sur la faisabilité ou pas de ces opérations dans un hôpital. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ma conviction, là c'est plutôt une idée par rapport au marché qui est en train de se créer. On a des nouveaux besoins, un nouveau marché, peut-être des nouveaux entrants, alors qui ne vont pas forcément être des concurrents, mais venir compléter finalement votre offre, parce que eux, ce sont des spécialistes de la connexion et de l'échange avec les bases de données. D'accord. Alors, docteur Mazot, je crois que vous siégez à l'ordre des pharmaciens. Voilà. Moi, j'avais compris que les frontières de la pharmacie à usage unique, c'était quelque chose d'assez bien documenté, bien fermé. Et donc là, on a des entreprises qui pourraient remonter, on pourrait externaliser un bout de la pharmacie au travers de cette activité de sérialisation. C'est possible? Ça ne viendrait pas contredire des réglementations pharmaceutiques? Alors, aujourd'hui, la réglementation pharmaceutique n'interdit pas de mettre des prestations en commun. Il y a des GCS qui le font. Si vous voulez me faire demander ce qui va se passer dans le cadre des GHT, je ne peux rien vous dire. Mais des GCS le font, et des GCS vont se trouver confrontés justement à qui fait quoi pour le compte de qui dans le cadre de cette activité. Nous sommes très attentifs à cela. Et alors, il y a un accompagnement qui est actuellement fait par la Fédération hospitalière de France qui a pris ce sujet très à cœur. Et parce qu'en fait, la Fédération hospitalière de France, ce sont également des directeurs d'hôpitaux, et ils ont compris qu'il y avait un enjeu très très fort pour les hôpitaux, puisque ça va être une obligation. Donc il va falloir mettre en place des ressources adaptées et sans doute négocier auprès des pouvoirs publics les moyens de mettre en place ces ressources, mais également trouver les moyens de réduire les coûts en faisant des achats mutualisés, en tout cas je l'espère. Et la fédération, elle a fait une opération qui a été demandée par les pouvoirs publics, c'est d'accompagner des établissements, et donc il y a des hôpitaux pilotes qui ont été sélectionnés sur un certain nombre de critères. La liste n'est pas encore complètement fermée, et il y a un GCS justement qui s'est mis dans ces hôpitaux pilotes. Donc on va utiliser justement l'expérience de ces GCS pour voir comment cette prestation peut être mutualisée et comment doit se faire le partage de responsabilités. Et effectivement, au niveau ordinal, on est très attentif à cela, mais finalement, comme toutes les obligations et toutes les responsabilités pharmaceutiques, on ne cherche pas forcément à faire du protectionnisme. Il faut protéger le pharmacien dans son exercice. Et quels que soient les modes de coopération, il faut pouvoir savoir qui est responsable de quoi.
Et tout à l'heure, c'est M. Michel qui faisait le commentaire qu'il va y avoir des tiers opérateurs qui vont travailler pour l'ordre du pharmacien. Donc il va falloir imaginer comment tous les pharmaciens, finalement, les activités qui sont faites pour leur compte sont faites sous leur surveillance effective, comment ils vont pouvoir exercer leurs responsabilités au travers de ces personnes. On voit que c'est un nouveau challenge et là aussi, il y a des choses auxquelles nous sommes très attentifs. Très bien. Question de la salle ou demande de précision? Vous êtes assommés par le défi qui s'avance, qui se présente à nous. Alors, on va terminer cette table ronde avec éventuellement un élargissement du spectre. On a parlé du médicament. On n'a pas parlé de la traçabilité du DM, du dispositif médical, qui est aussi un sujet pharmaceutique, avec des obligations réglementaires par rapport aux patients, à la traçabilité du patient. Est-ce que c'est un sujet très différent, la traçabilité du dispositif médical? Est-ce que techniquement, ça pose des problèmes particuliers? Je ne sais pas, messieurs, là, oui, qui êtes les industriels, les presse. C'est vrai que c'est nous qui allons pouvoir répondre. Alors, si je vais partir de la partie physique, moi, puisque je suis plutôt dans la partie physique, si vous regardez, alors il y a eu, c'est au mois de novembre, il y a eu une session alors je ne me rappelle plus le nom, le CITEM, le syndicat voilà, qui a fait une session au mois de novembre, et il est ressorti que le fléau du dispositif médical contrefait était bien réel. Et donc, même s'il n'y a pas de chiffres qui ont été donnés sur les pourcentages, c'est quelque chose qui vraisemblablement existe. Alors, au niveau du traitement, donc, quand on parlait dans un hôpital, vous avez à peu près entre 1000 et 1500 références de médicaments. Si on parle au niveau des DM, vous êtes plutôt entre 10 et 20 000. Et puis si on parle au niveau des volumes, on va plutôt multiplier, si on a un facteur de 10 au niveau des références, on a plutôt un facteur de 50 au niveau des volumes. Donc les volumes ne sont pas les mêmes. Alors ce qui peut être impressionnant chez vous, mais quand on est des acteurs de la logistique, si vous allez dans un entrepôt chez Amazon, c'est 100 000 références dans un entrepôt et c'est des milliers de mètres cubes à gérer. Donc gérer beaucoup de références en grand volume, ça ne va pas être un souci pour un acteur comme Swisslog, puisqu'on a déjà des solutions techniques, soit avec des transstockers, des mini-loads, soit avec des petits systèmes qui sont en mesure d'empiler des caisses 400-600, soit avec des petits robots qui savent transporter des armoires, et sur lesquels on sait faire du traçage, du picking, quasiment, enfin même automatisé. Voilà. Donc la partie physique, on saura la gérer. La grosse contrainte, je pense, pour les hôpitaux, c'est que ce sont des investissements qui sont assez lourds et qui seront rentables si on les fait au niveau d'un GHT. Si on commence à aller essayer d'équiper chaque hôpital de ville de ces équipements, ça va être beaucoup plus compliqué à rentabiliser. D'accord. Du point de vue des éditeurs de logiciels et des bases de données? Sur la partie sérialisation, on l'attendrait avec plaisir, puisque j'allais dire qu'aujourd'hui, quand on prend en charge une traçabilité de dispositifs médicaux d'autant plus implantables, on les sérialise nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on les rend uniques, même si ça ne passionne pas tout le monde, on reçoit 10, j'ai 10 numéros distincts. Donc on procède déjà à cette sérialisation de notre propre fait. Mais c'est aussi une grosse mécanique informatique complexe. On a un dossier patient avec des données propres aux patients, on a des données financières, puisque pour le coup, il y a des actes qui sont à déclarer derrière. Il y a de la logistique aussi, et on a 3 acteurs qui doivent se parler. Et parler entre logiciels informatiques, c'est le début d'une nouvelle aventure, mais ce n'est pas l'objet de... Et en plus, Dr Mazot, si j'ai bien compris, on n'a pas les référentiels ou les codes ou les nomenclatures, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, équivalent entre le DM et le médicament. C'est-à-dire, le médicament, c'est assez normalisé, on sait de quoi on parle. Dans le DM, c'est un peu plus compliqué pour avoir le code qui nous permet de différencier un produit d'un autre. Dieu merci, avec l'UDI, ce problème va se résoudre de lui-même, parce qu'en fait, il faudra pouvoir interroger une base européenne et pouvoir identifier le produit. Donc, avec la normalisation, il va y avoir également le jeu de référentiel, puisqu'en fait, tous les codes de série devront être stockés par les fabricants. Par contre, on n'a pas la même obligation de désactivation des codes, donc c'est moins lourd de ce côté-là, du côté pratique, que pour les médicaments. Mais
Là, le problème des référentiels devrait progressivement se régler. La distribution des référentiels restera toujours un challenge. Si je peux me permettre. C'est aussi, pour finir aussi sur une note un petit peu optimiste, la réglementation donc, sur les dispositifs médicaux, ça représentera un grand avantage pour les pharmaciens hospitaliers, notamment parce que ça va obliger tous les fabricants à fournir des informations produits fiables qui émanent directement du fabricant pour les usages dans les hôpitaux, de manière à ce que tous les praticiens aient accès à de la donnée fiable émanant directement de la source, qui se fera par l'intermédiaire de la base de données EUDAMED que M. Mazot a décrite. Et cet aspect fiche produit, big data pour les dispositifs médicaux, c'est par contre quelque chose qu'on ne retrouvera pas dans la réglementation sur les médicaments. Très bien. Écoutez, merci messieurs. Nous avions commencé par la lecture avec une douchette des boîtes de médicaments et nous finissons avec le big data. Nous sommes vraiment dans la transformation de l'hôpital et du système de santé. Merci à vous messieurs pour cette dernière table ronde. Il nous reste un mot-clé à vous faire découvrir qui a scandé notre après-midi, c'est celui de la pertinence, et j'appelle à nous rejoindre Madame Jacquet de la DGOS et Monsieur Guéprat, président du NIHA. Merci. L'OCDE et d'autres études ou enquêtes estiment entre 25 et 30% les dépenses d'actes ou de prescriptions inutiles. C'est dire la marge de progression dont nous disposons. C'est la raison pour laquelle je fais de la pertinence des actes et des parcours l'une des priorités de mon action au ministère, afin de redonner du souffle à notre système de santé, afin notamment de pouvoir recentrer nos financements sur les innovations tant attendues. Bien, donc Madame la Directrice, Monsieur le Président, on est heureux de vous accueillir en cette fin d'après-midi à l'issue de cette convention entreprise qui a rassemblé un public assez large. Nous organisons depuis plusieurs années un moment où nous convions toutes les entreprises qui travaillent avec une IHA ou celles qui le souhaiteraient. Cet après-midi, nous avons, au travers de 3 exemples, évoqué la transformation de l'hôpital. D'abord, évidemment, le GHT, puisque c'est l'actualité du moment, en tout cas dans le secteur des achats depuis le 1er janvier. Un témoignage d'un établissement qui a exposé sa fonction achat, questionné, certains pourraient dire passer sur le grill, des entreprises qui étaient présentes, qui voulaient comprendre un peu comment les choses se positionnaient. Deuxième acte de cette transformation, un marché de transformation de l'hôpital, mais peut-être du système de santé dont vous nous parlerez tout à l'heure, au travers de la mise en œuvre de la réhabilitation améliorée après chirurgie, dans un établissement aussi à Toulon, avec tous les acteurs présents autour de cette table ronde, les hospitaliers évidemment, les acheteurs, les industriels qui ont contribué, et du mix entre la fourniture de dispositifs médicaux et puis du conseil. Et dernier point qu'on vient d'invoquer, donc le passé proche, mais maintenant le futur et l'avenir, la sérialisation qui est le défi du mois de janvier 2019, la sérialisation du médicament dont on a vu que ce n'était pas uniquement un sujet de lecture de code-barre, mais bien plus une réflexion approfondie sur l'organisation des circuits du médicament et peut-être des dispositifs médicaux dans un avenir qui lui succéderait. Tout ça pour illustrer la transformation de l'hôpital et du système de santé. Donc, Madame la Directrice, nous sommes très heureux de vous accueillir en cette fin d'après-midi pour que vous puissiez nous éclairer sur les initiatives qu'ont pris les pouvoirs publics, notamment dans la transformation du système de santé pour l'actualité récente, et puis sur les initiatives que vous portez en matière d'organisation de la fonction achat. Merci Monsieur Carrière, merci à tous. Donc, je suis très heureuse pour intervenir et de clôturer avec Monsieur Guéprat, président du NIHA, cette convention entreprise qui réunit, je le vois, un public toujours aussi nombreux. Donc je n'évoquerai pas dans les quelques minutes qui me sont imparties l'ensemble de l'avenir du système de santé, puisque je pense qu'il faudrait un temps beaucoup plus long pour pouvoir échanger de manière approfondie sur cette vaste question. Si vous le permettez, je vais concentrer mes propos sur l'évolution de la fonction achat à l'hôpital, donc essentiellement dans les établissements publics de santé. Je sais que vous avez beaucoup échangé donc, cet après-midi sur la RAC, sur évidemment la fonction achat au sein des GHT.
Les GHT, effectivement, et vous le vivez sur le terrain, quel que soit votre rôle, ont beaucoup modifié l'organisation de la fonction achat hospitalière, vont continuer à le faire, puisque la fonction est désormais mutualisée entre les établissements supports et parties au sein d'un même GHT, donc juridiquement et formellement depuis le 1er janvier 2018. Néanmoins, l'harmonisation des processus de travail au sein du GHT sur la fonction achat va évidemment se poursuivre et se développer dans les mois qui viennent. Les GHT, mais je n'y reviendrai pas puisque ça a été largement évoqué, c'est vraiment une opportunité, notamment à travers les projets médicaux partagés, pour améliorer avant tout la qualité des prises en charge coordonnées sur un territoire. La fonction achat mutualisée désormais au sein du GHT doit également y contribuer. Elle contribue en premier lieu à l'amélioration de la prise en charge du patient, aussi à la sécurisation de l'approvisionnement, et elle contribue aussi, si on se situe plus sur le plan de l'amélioration de la performance, par exemple à faire converger ou harmoniser les références de produits, d'équipements ou de services. À côté donc de cette évolution majeure de l'organisation de la fonction achat hospitalière que constituent les GHT, d'autres constats ont évidemment été posés par l'ensemble de la communauté hospitalière. Si je n'en cite que deux, on peut citer le fait qu'il y a un constat partagé selon lequel les processus, les pratiques organisationnelles et les processus d'achat au sein des GHT, des établissements de santé, doivent encore et peuvent encore être améliorés et harmonisés. Et un autre constat également partagé est que le levier de performance utilisé jusqu'ici, qui est le levier de la massification, continue à être pertinent, mais qu'il peut atteindre un certain effet seuil et qu'il nous faut trouver donc de nouveaux leviers de performance. Donc, si vous le permettez, en quelques mots, je voudrais partager avec vous les principales orientations qu'on s'est fixées collectivement pour les 5 années à venir pour améliorer la performance de la fonction achat à l'hôpital. Ces orientations sont directement inscrites dans le futur plan de maîtrise de l'évolution de l'ONDAM, donc de l'objectif national dépenses d'assurance maladie, pour la période 2018 à 2022. Avant de citer les objectifs d'économie, donc de performance financière qu'on s'est fixés collectivement, peut-être pour mémoire un rappel sur les principaux chiffres clés des achats hospitaliers dans le secteur public. Ils représentent à près de 23 milliards d'euros par an en volume annuel, dont 18,6 milliards d'euros par an pour la seule partie fonctionnement, ce qui représente à peu près de 26% du budget des établissements publics de santé. Et il reste à cet égard un vecteur majeur, évidemment, d'efficience accessible. Et en 2017, un point important à noter est que les opérateurs de l'achat mutualisé ont représenté 55% des gains achats qui ont été enregistrés sur un total de 603 millions d'euros et 39% donc, du volume d'achat des hôpitaux. Et parmi ces acteurs de mutualisation figure évidemment Uniachat en premier lieu. Donc les perspectives financières pour le futur plan de maîtrise de l'ONDAM portent un objectif d'économie volontariste puisqu'il se situe à peu près à plus de 2,6 milliards d'euros sur la période 2018-2022. Alors, dans cette perspective, quels sont les différents leviers d'action générateurs d'efficience qu'on a pu identifier, les principaux en tout cas? Je vous épargnerai le détail. La première orientation, c'est évidemment d'accompagner et de poursuivre la montée en efficience de la fonction achat des GHT, puisque le cadre juridique et opérationnel du GHT devra contribuer à une organisation claire des processus fluides et efficients au service toujours du soin et de la prise en charge du patient, et donc produire des effets économiques lisibles et clairs pour tous. L'objectif aussi, c'est de permettre de recentrer l'acheteur sur ses missions stratégiques amont, c'est-à-dire à travers un dialogue plus renforcé qu'il ne peut l'être parfois avec les prescripteurs d'achats médicaux, ou non d'ailleurs, ou non médicaux, mais aussi d'être à l'écoute des industriels, des fournisseurs, pour trouver des solutions gagnant-gagnant, comme c'est déjà le cas, et de nouvelles sources de création de valeur.
Une seconde orientation consiste dans la lignée de ce qui était déjà prévu, à mobiliser encore plus donc, les acteurs de l'achat mutualisé, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en lien étroit évidemment avec les agences régionales de santé. Et là, l'objectif collectif partagé est de rendre des services efficients et lisibles au groupement hospitalier de territoire autour d'un nombre, on va dire, réduit d'acteurs, en évitant, par exemple, comme ça peut être le cas parfois, des doublons d'offres sur certains segments d'achat, avec en plus une structure juridique pérenne et des expertises et des outils ad hoc à offrir aux établissements et aux GHT. Il s'agit aussi de poursuivre les actions de mutualisation des achats qui ont déjà été menées depuis plus de 10 ans et de renforcer encore le recours des GHT aux opérateurs donc, de mutualisation, toujours dans le cadre d'ailleurs de recommandations nationales qu'on a récemment rappelées en fonction du segment concerné, donc de la nécessité d'avoir une organisation, des processus organisés en proximité régionale, notamment pour les segments régionaux. Nous avons également pour ambition d'accompagner et d'inciter au développement, à la mise en œuvre et de nouvelles modalités de processus d'achat complexes et innovants, qui encore une fois sont déjà testés, et vous êtes les premiers à le savoir, par certains établissements dans certains territoires. Donc clairement, nous essaierons au cours des 5 prochaines années d'accompagner, d'initier ou d'inciter au développement de l'achat en coût complet de processus médical et médico-techniques, avec des démarches comme la réhabilitation après chirurgie dont vous avez débattu tout à l'heure, et avec par exemple des objectifs de performance sur des marchés de DM par exemple, des prestations de conseil, ou pourquoi pas, comme on l'a déjà vu sur le terrain, des objectifs contractualisés de baisse de DMS. En tout cas, ce sont des expériences qui méritent d'être testées, évaluées et poursuivies. Il s'agit aussi de développer l'achat en coût complet sur une fonction technique homogène, que ce soit un parc d'imagerie, l'infogérance informatique. Là encore, il faudra que des expériences de terrain des projets de terrain puissent remonter. Un quatrième axe consiste à agir sur la logistique. On sait des échanges qu'on a eus avec vous tous, que ce soit représentants d'industriels ou représentants de la communauté hospitalière, que c'est un point majeur qui a été identifié comme pouvant faire l'objet justement de discussions gagnant-gagnant et susceptible d'intéresser beaucoup d'entre vous. Il s'agira donc de travailler d'une part sur à la fois la rationalisation des moyens de stockage et également ce qui va avec sur l'optimisation des circuits de distribution en interne GHT. Nous savons que certains acteurs sont évidemment intéressés pour travailler là-dessus. Donc ces nouveaux axes de travail vont impliquer notamment de repenser les métiers de l'acheteur hospitalier en le mettant au cœur des projets de transformation de l'hôpital, qu'il s'agisse de la RAC ou bien de la gestion complète de parc ou de la logistique, mais aussi, il faut le dire, avec l'ambition d'augmenter son expertise dans des domaines comme celui de la modélisation financière, par exemple. La réussite donc, de ces dispositifs implique une adhésion qui aille au-delà de la communauté des seuls acteurs des seuls acteurs de l'achat, pardon. Et ces dernières années ont montré que la communauté hospitalière dans son ensemble savait se mobiliser face aux grands défis. Et donc on a toute confiance dans la poursuite et l'amplification de la dynamique qui a déjà été engagée. Je voudrais rajouter que les industriels auront également un rôle important à jouer, vous l'avez compris au regard des orientations que j'ai pu citer, pour contribuer à adapter certaines modalités d'achat dans une démarche, encore une fois, gagnant-gagnant qui peut intéresser tout le monde. En tout cas, soyez assurés que la DGOS et le programme phare, qui est le programme d'accompagnement de l'achat hospitalier, resteront toujours en contact avec les différents acteurs que vous représentez durant toutes les années qui viennent pour accompagner ces projets de transformation et leur mise en œuvre au service évidemment de l'efficience hospitalière et de la prise en charge des patients. Je vous remercie. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs, il me revient de clôturer donc cette convention
des entreprises d'Uniachat en vous remerciant pour votre présence de plus en plus nombreuse. On a dû changer de salle pour avoir un amphithéâtre plus grand, pour pouvoir tous vous accueillir, ce qui montre l'intérêt que vous portez aux travaux qui sont les nôtres et à travers nous, l'intérêt que vous portez à l'achat hospitalier et au bon fonctionnement du service public hospitalier français. Donc c'est un grand honneur pour moi, une grande fierté puisque, comme le rappelait la directrice générale de la DGOS, la sous-directrice en l'espèce, le système est en train de se transformer très profondément et notre groupement, la centaine de collaborateurs qui le constituent, que je remercie aussi d'être présent aujourd'hui, accompagne à travers la dimension de l'achat la transformation de ce système. Vous le savez, Uniachat, ça représente 3,8 milliards d'euros d'achats réalisés en 2017 pour le compte de ses membres. C'est 700 hôpitaux, 700 établissements de santé environ qui ont utilisé une procédure Uniachat l'année dernière, et c'est plus de la moitié des groupements hospitaliers de territoire qui sont aujourd'hui adhérents. C'est dire la force de frappe que nous avons, l'expertise que nous sommes en train d'acquérir et le fait qu'on est aujourd'hui l'un des effecteurs en termes d'achat les plus importants pour le secteur et pour le système de santé. Vous le savez, cela vient d'être rappelé, dans un contexte financier et budgétaire particulièrement difficile, il est indispensable que les achats, que le bon usage, que la pertinence puissent être promus par des opérateurs et les établissements de santé, puisque ce sont des efforts qui ne seront pas à faire ailleurs. C'est ce qui nous est souvent rappelé au ministère quand nous travaillons sur les stratégies de gains sur achat, et notamment sur les tarifs hospitaliers, qui sont un sujet qui est très important pour l'ensemble de la communauté. Et il est de notre devoir donc de procéder à des achats qui soient les plus efficients et les plus pertinents possibles. Néanmoins, on voit bien le système changeant, la massification malgré tout progressant, qu'il faut sans doute attaquer les sujets un peu différemment. Je crois que c'était le sens de la convention qui a eu lieu aujourd'hui, où on ne vous a pas parlé de stratégie d'allotissement ou de massification ou de marché pluriannuel, mais bien de ce qui fait le cœur du travail et de l'activité hospitalière, que sont les usages, le changement de l'organisation des soins. On parlait de l'ARAC, on a parlé de l'achat maintenant territorial à travers le groupement hospitalier de territoire qui rebat complètement les cartes et qui va permettre lui aussi de mieux structurer, je crois que la DGOS l'appelle de ses voeux, la fonction achat, non plus dans les établissements de santé, puisque c'est très dur d'avoir des acheteurs dans l'ensemble du millier d'établissements publics de santé qu'on trouve aujourd'hui en France, mais sur des territoires avec des masses critiques un peu plus importantes, des tailles de population un peu plus importantes, et la possibilité de recourir à de l'achat local, à de l'achat régional, et également, évidemment, à de l'achat national à travers les divers opérateurs ou centrales d'achat qui existent. Donc on voit bien que notre rôle et le rôle d'Uniachat est en train de changer, ce qui explique pour nous l'importance de ce type de réunion, d'abord pour partager avec vous l'ambition que nous avons de faire progresser des sujets sur les usages, sur la façon de faire fonctionner les hôpitaux. Je crois qu'il y a aussi une présentation d'un consultant un peu plus tôt pour montrer quels pouvaient être les modèles d'évolution qu'on pourrait poursuivre. Et au-delà de ces exemples, vous associer de plus en plus et construire avec vous sur des modèles où on partage à la fois les profits mais aussi les risques, un certain nombre de nouveaux outils de performance. Donc c'est pour nous très important, puisque ça s'affiche et ça s'inscrit dans ce qui nous est demandé en tant qu'établissement de santé par le ministère à travers les différents programmes qui forment la transformation du système de santé, qui dépasse évidemment très largement la question de l'achat, mais on sent qu'avec une politique de parcours de soins, une politique qui transfigure un peu l'établissement de santé au sens juridique du terme en tant qu'entité juridique, on nous demande de travailler sur plusieurs établissements, on nous demande de travailler avec la médecine de ville, avec les autres opérateurs et également les autres opérateurs non publics qui forment le système. Il est important qu'on puisse apporter de nouvelles solutions. Donc nous essayons d'y répondre et de contribuer à ces efforts. Nous comptons beaucoup sur vous, qui êtes quand même la force vive et la raison d'être d'Uniachat avec ses adhérents, puisqu'il faut que la demande et l'offre se rencontrent et on n'est qu'un intermédiaire dans cet échange pour nourrir les réflexions et permettre de progresser sur un certain nombre
de sujets. Alors vous le savez, et on va parler un peu de nous, on essaye d'étendre aussi, nous, le périmètre couvert. Il y a les prestations de transport qui vont commencer à être là aussi pilotées par le CHU de Montpellier. La dispensation des produits de santé, on en a parlé à l'instant, est un sujet sur lequel nous souhaitons avancer. On a aussi parlé, ça fait partie des projets d'UniHA de travailler sur la logistique du dernier kilomètre ou des derniers 10 kilomètres, on verra, parce que les GHT sont parfois très grands, qui va devenir un sujet réel au moment où on va vouloir procéder par achat territorial sur 134 entités géographiques versus ce qu'on connaît aujourd'hui avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de points de livraison. Ça devient un sujet évidemment exemplaire. Je rappelle aussi, puisque c'est notre force, que le réseau UniHA est un réseau qui s'appuie sur les hospitaliers, qui vit dans les établissements de santé, puisque les filières sont logées dans les établissements de santé. Donc on a effectivement un siège qui est basé à Lyon, mais le reste, ça se fait dans la plupart du temps des CHU, mais aussi des centres hospitaliers, et que nous profitons donc de l'expertise unique qui est formée par l'ensemble des experts, des coordonnateurs, des participants aux appels d'offres. Ce sont plusieurs centaines de personnes qui, chaque année, aident UniHA à faire les meilleurs choix pour les établissements de santé. Et je tiens là aussi, à travers les coordonnateurs, à remercier l'ensemble de la communauté hospitalière nationale, pour le coup, pour cette participation. Donc à tous les stades, nous avons toujours le retour du métier. On l'entendait tout à l'heure sur la RAC, c'est absolument essentiel qu'on puisse confronter la vision parfois technique, parfois même un peu technocratique des marchés publics avec des modèles et des réalités de terrain, et qu'on puisse adapter, assouplir, rendre les choses évolutives pour qu'elles soient applicables dans la vie quotidienne d'un CHU ou d'un centre hospitalier de proximité, puisqu'aujourd'hui, avec le groupement hospitalier de territoire, on va traiter les deux extrêmes du spectre en termes de taille et en termes d'organisation sanitaire locale. Donc, on va aussi travailler sur des sujets qui sont importants pour vous, des sujets de digitalisation, on en a déjà beaucoup parlé, mais il faut qu'on améliore la dématérialisation d'un certain nombre de nos documents, de nos pièces, alors à la fois pour nos adhérents, mais aussi pour ceux qui souhaitent répondre aux appels d'offres ou suivre un certain nombre d'éléments des marchés qui sont en cours. Donc c'est un travail qui a démarré. Il y a un système d'information achat qui est en train de se déployer au sein d'UniHA et, nous l'espérons, dans la plupart des sites de ses adhérents et de ses membres, puis peut-être plus tard dans les groupements hospitaliers de territoire. Mais l'idée, là aussi, c'est de faciliter le suivi et l'exécution des marchés. On veut évidemment aussi simplifier l'accès à la commande publique dans la limite de ce qui est autorisé et possible, bien entendu, limiter les coûts organisationnels qui freinent la conclusion des contrats. J'ajouterais un vœu peut-être pieux, accélérer parfois un petit peu le temps de déploiement des procédures entre le moment où on définit le besoin et le moment où on passe la première commande. Ça reste quand même parfois un peu long et un peu complexe, mais je sais que les équipes d'UniHA sont très mobilisées sur l'ensemble de ces sujets. Donc nous sommes vraiment là pour construire la performance globale avec les éléments qu'on indiquait. Et je sais que les pouvoirs publics sont très attentifs à ces sujets. Et on a entendu, dans le cadre des préconisations du futur programme phare, les attentes en matière de pertinence, les attentes en matière de coût complet qu'il va falloir outiller. Et sachez, madame, que nous serons au rendez-vous des objectifs que vous avez fixés à l'ensemble des hospitaliers et aux centrales et opérateurs d'achat mutualisés. Donc nous essayons d'y travailler en ce moment. On aura une proposition à vous faire pour caler l'ensemble des programmes de travail et rechercher des solutions opérationnelles avec des usages facilités qui permettent aux hospitaliers de s'engager sans crainte et avec force dans la transformation de notre système et évidemment de l'hôpital en premier lieu. Donc en attendant la prochaine convention qui aura lieu en 2019, si je ne me trompe pas, je vous souhaite une très fructueuse année, une très bonne collaboration avec UniHA et je vous remercie encore pour votre présence et votre patience. Merci beaucoup. Merci. Donc sur ces mots se termine notre rendez-vous de l'année 2018. On vous souhaite donc, comme cela a été indiqué, une heureuse année, pleine de succès, de réussite et à très bientôt
pour des projets partagés et en commun. Merci à vous.